Vous êtes-vous déjà senti invisible là où vous étiez censé briller? Où votre talent, votre passion et vos efforts semblaient vains simplement parce que vous ne rentriez pas dans le moule? Aïcha a ressenti cela brutalement dans une galerie d'art parisienne, où le racisme et les préjugés déguisés en critiques constructives ont tenté d'effacer son art et son identité. Mais ce qu'elle a fait ensuite, ce jour fatidique, peut changer votre façon de voir les défis de la vie. Il ne s'agit pas de survivre, mais de s'épanouir au milieu du chaos. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce récit, car ce qu'Aïcha a vécu vous touchera profondément et changera votre perspective. Avant de continuer, j'aimerais vous demander une faveur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Plus de 80% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Ne manquez pas ce contenu qui peut transformer votre vie spirituelle et émotionnelle. Parlons maintenant de l'histoire d'Aïcha. Aïcha avait toujours rêvé du Paris des grandes galeries d'art, la ville où les plus grands artistes du monde se réunissaient pour exposer leurs œuvres au public. Elle a grandi dans une petite ville de la côte sénégalaise, où sa mère, une femme à la peau sombre et au regard perçant, lui a toujours répété que l'art était la clé de la libération de l'âme. Aïcha s'est accrochée à ces mots et au fil des années, elle a étudié l'art, cherchant toujours à exprimer ce que le monde cachait, les difficultés, la beauté et la douleur que personne ne semblait remarquer. Lorsqu'elle a eu l'opportunité d'exposer ses œuvres dans une galerie parisienne renommée, elle a senti que le monde allait enfin entendre sa voix. Mais à son arrivée, la réalité qui l'attendait n'était pas du tout celle qu'elle avait imaginée. Elle avait été invitée à exposer à la Galerie Saint-Michel, l'une des plus prestigieuses galeries parisiennes. Un rêve pour tout artiste. Ses toiles vibrantes et audacieuses, aux couleurs chaudes et profondes, reflétaient une culture riche et complexe qu'Aïcha estimait devoir célébrer. Cependant, dès les premières semaines de l'exposition, elle a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Lorsque les commissaires l'ont approchée, leur première question n'était pas la technique ou le message derrière les œuvres, mais plutôt le véritable sens de tout cela. Ils semblaient incapables de comprendre ce qui se trouvait devant eux, comme si l'art d'Aïcha avait besoin d'explications supplémentaires, d'une justification pour être reconnu. Très vite, le sentiment d'être sous-estimé et ignoré est devenu insupportable. Le pire survint le jour où elle fut invitée à participer à une conversation avec un célèbre collectionneur d'art, Henri Dufresne. Il était connu pour son exigence en matière de conservation et le goût raffiné dont il faisait preuve dans le choix des pièces de sa collection privée. Lorsqu'elle entra dans la pièce, Aïcha sentit le regard de tous se poser sur elle, mais d'une manière qui semblait plus gênante qu'admirative. Henri, avec ses cheveux gris et son regard lointain, observait les œuvres d'Aïcha comme s'il essayait de déchiffrer un code. Le silence s'éternisa un moment, jusqu'à ce qu'il demande, d'un ton presque condescendant. « Mais qu'essayez-vous d'exprimer exactement avec cela? La culture africaine, ce n'est pas que ça, n'est-ce pas? Y a-t-il quelque chose de plus profond là-dedans » Aïcha sentit sa poitrine se serrer, comme si sa propre identité avait besoin d'une approbation qu'elle n'avait jamais sollicitée. Le regard d'Henri était glacial, comme si la couleur de sa peau et le style de ses peintures constituaient un obstacle à surmonter. Le conservateur, à côté de lui, observait simplement sans dire un mot. Aïcha tentait, avec toute sa diplomatie, d'expliquer l'essence de ses œuvres, un mélange de liberté, de résistance et de beauté. Mais les mots semblaient s'évaporer. Pour lui, son art avait besoin d'une justification, d'une valeur ajoutée, qui selon lui devait être présente, quelque chose qui en validait l'existence. À chaque mot prononcé par Henri, Aïcha se sentait plus petite, plus invisible, comme si elle n'était là que pour servir de scène à leur frustration, sans être vraiment entendue. La journée s'éternisa. Aïcha retourna dans son petit appartement du Marais, à Paris, sentant le poids du monde sur ses épaules. Les mots d'Henri résonnèrent dans son esprit, la même question résonnant toujours. Qu'essaies-tu vraiment d'exprimer? Comme si son art ne se suffisait pas à lui-même.
comme si elle avait besoin de justifier chaque trait, chaque couleur, chaque nuance de son œuvre. Ce soir-là, en arpentant les ruelles parisiennes, elle contemplait les lumières des cafés et des bistrots qui illuminaient la ville, mais ressentait un immense vide en elle. L'art qu'elle avait créé avec tant d'amour lui semblait désormais dévalorisé, pris en otage par un système qui ne la voyait pas comme une véritable artiste, mais comme une étrangère cherchant à s'intégrer. Le sentiment d'être traitée comme une sorte d'outsider n'était pas nouveau pour Aïcha, mais elle ne l'avait jamais ressenti aussi intensément. Les conversations entre les autres artistes, toujours dans un français fluide et pleine de plaisanteries, lui semblaient un mur invisible, où elle n'était qu'une spectatrice. La façon dont les personnes blanches et privilégiées qualifiaient son travail d'intéressant ou de différent lui fit comprendre que la seule reconnaissance qu'elle obtiendrait serait celle qui dépendrait de sa couleur de peau. Ses collègues artistes blancs recevaient des éloges enthousiastes, tandis qu'elle devait constamment s'expliquer comme si son art avait besoin d'être validé. Au fil des jours, elle se retrouvait de plus en plus seule, au milieu des élégants murs de la galerie. C'est lors d'une de ces nuits solitaires que la tension atteignit son paroxysme. Aïcha était seule dans la galerie, admirant le travail de ses collègues, lorsqu'une conversation lointaine attira son attention. L'un des commissaires, Jean-Paul, discutait d'une de ses œuvres. Il parla avec enthousiasme du travail d'un artiste blanc, vantant sa maîtrise technique et sa profondeur émotionnelle. Mais lorsqu'il fut question d'Aïcha, son ton changea. « C'est intéressant », dit-il en haussant un sourcil, « mais il y a quelque chose d'un peu forcé, non ?» Aïcha essaya d'ignorer la douleur que ses paroles lui causaient, mais en vain. C'était comme si son art n'était pas reconnu pour ce qu'il était vraiment, mais plutôt pour la façon dont il correspondait aux attentes des autres. Et cette nuit-là, elle sentit son rêve se transformer peu à peu en cauchemar. Alors que l'événement prenait fin et que les derniers spectateurs commençaient à partir, Aïcha resta seule dans la galerie. La douce lumière des lampes se reflétait sur les murs blancs et elle se retrouva à contempler son propre travail, comme s'il reflétait ses propres insécurités. Elle se demandait si elle serait un jour vraiment vue, si son art recevrait un jour la reconnaissance qu'il méritait. La douleur du rejet se mêlait à la peur d'être constamment marginalisée, de ne jamais pouvoir franchir la ligne invisible qui séparait les artistes légitimes des artistes de seconde zone. Elle ressentait une colère grandissante, une colère contre tout ce qui semblait vouloir la réduire au silence, diminuer son art, sa valeur. Cette nuit-là, quelque chose en Aïcha se brisa, mais en même temps, elle sentit une fissure intérieure, comme une flamme allumée au milieu d'une obscurité étouffante. La peur et la colère cédèrent la place à une détermination silencieuse. Elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre l'approbation de ceux qui, de toute évidence, ne comprendraient jamais la profondeur de son œuvre, de son histoire. Elle ne serait plus l'artiste qui s'explique. Non, Aïcha décida de laisser son art parler d'elle-même. Le lendemain matin, elle se leva tôt et, sans perdre de temps, se rendit à la galerie pour admirer à nouveau son exposition. Il y avait quelque chose de différent dans son regard sur les tableaux. Les couleurs, les formes, les lignes, qui lui semblaient auparavant lointaines et même incomplètes, étaient désormais chargées de sens. Ce qui était autrefois insécurité était devenu conviction. Aïcha commença à planifier sa prochaine étape. Elle savait que, aussi difficile que cela puisse être, elle devrait s'affirmer sans dépendre de l'approbation des conservateurs ou des collectionneurs. Elle se souvint de ce que sa mère lui avait toujours dit. L'art d'un artiste noir a un pouvoir indéniable, même s'il n'est pas immédiatement reconnu. Elle s'accrocha à ces mots et, au lieu de se cacher, décida de se démarquer. Au cours des jours suivants, Aïcha s'engagea de plus en plus auprès d'autres artistes, dont certains avaient connu des difficultés similaires. Ensemble, ils commencèrent à organiser de petites expositions parallèles, promouvant l'art d'artistes marginalisés qui, comme elle, ressentèrent le poids de l'invisibilité. Le mouvement commença à prendre de l'ampleur de manière inattendue. La Galerie Saint-Michel, constatant l'augmentation du public et de l'attention suscitée par ces expositions parallèles,
tenta de recontacter Aïcha, lui offrant une nouvelle chance. Mais cette fois, elle refusa les mêmes conditions. Elle savait qu'elle devait s'affirmer, non pas comme une personne en attente d'un espace, mais comme une force capable de le conquérir. Aïcha déclina fermement mais poliment l'offre, décidant d'emprunter une voie plus indépendante. Elle voulait montrer au monde que son art n'avait besoin d'être validé que par elle-même. Sa voix créatrice était enfin libre. Les autres artistes avec lesquels elle avait collaboré commençaient également à gagner en visibilité et, ensemble, ils créèrent un réseau de soutien mutuel. À chaque exposition, Aïcha se sentait plus confiante et à l'aise dans sa peau et dans son art. Elles organisaient des rencontres pour discuter des obstacles auxquels elles étaient confrontées. Et Aïcha, grâce à son regard aiguisé, devint une référence pour beaucoup. Son travail fut rapidement reconnu par une nouvelle génération de collectionneurs et de critiques, des personnes qui voyaient au-delà de la superficialité de la couleur de peau et étaient prêtes à apprécier la vraie valeur de son art. Elle ne luttait plus pour être reconnue, elle était devenue une référence à part entière. Le moment qu'Aïcha n'avait jamais imaginé arriva. Un après-midi, au cœur de Paris, dans une petite galerie d'art qu'elle avait contribué à créer avec ses nouveaux alliés, Jean-Pierre, conservateur en chef de Saint-Michel, se présenta. Il était accompagné de plusieurs collectionneurs renommés et d'autres critiques d'art influents. Aïcha ressentit un frisson au ventre à sa vue, mais elle ne put s'empêcher d'éprouver un sentiment de satisfaction. Il s'approcha presque comme pour une formalité et contempla l'une de ses toiles les plus récentes. Une peinture représentant une femme à la peau sombre, enveloppée de flammes dorées, une métaphore de la puissance et de la résilience des femmes noires. Il parut stupéfait un instant, comme s'il voyait quelque chose pour la première fois. Finalement, dit-il avec une hésitation qu'il n'avait jamais manifestée auparavant, l'art a quelque chose de différent maintenant. On a l'impression d'avoir trouvé sa voie. Aïcha comprit ce que cela signifiait. Il reconnaissait enfin son art, mais pas comme quelque chose d'exotique ou de marginal. C'était de l'art, pur et simple. Jean-Pierre continua, mais son ton avait changé. Il semblait désormais sincèrement intéressé, respectueux de la profondeur de l'œuvre. Autour de lui, les collectionneurs commencèrent à discuter, certains commentant l'impact du tableau, d'autres louant l'innovation des techniques utilisées. Aïcha n'en croyait pas ses oreilles. Le même homme qui, des mois auparavant, s'était interrogé sur le véritable sens de ses œuvres, reconnaissait maintenant, d'une manière totalement différente, la puissance de sa vision. Mais en même temps, Aïcha savait que cet instant ne signifiait pas qu'elle avait gagné toutes les batailles. Elle avait remporté la plus importante. La bataille intérieure, celle qui lui avait permis de croire en son travail, indépendamment de ce que les autres pensaient. Mais la véritable transformation d'Aïcha ne résidait pas seulement dans la reconnaissance extérieure, mais aussi dans la façon dont elle commençait à se percevoir. Elle apprit à considérer son art comme une part intrinsèque de son identité, une extension de qui elle était, sans avoir besoin de validation. Elle savait que le chemin qu'elle avait choisi ne serait pas facile, mais une confiance inébranlable régnait désormais en elle. En contemplant son œuvre pour la dernière fois dans cette galerie, Aïcha comprit que l'art n'était pas seulement une forme d'expression, mais une façon de résister au silence qui lui était imposé. Chaque coup de pinceau sur ses toiles devenait une affirmation de son existence, une façon de défier les normes et d'occuper un espace qui lui avait été refusé. Au cours des mois suivants, Aïcha continua d'élargir ses horizons. Ses expositions se multiplièrent et son art commença à être apprécié non seulement par les connaisseurs du monde de l'art, mais aussi par un public diversifié, profondément attaché à son message. La Galerie Saint-Michel, désormais dotée de nouveaux commissaires et d'une approche plus inclusive, commença à présenter son travail avec respect, sans chercher à imposer des explications ou des interprétations absurdes. Lorsque la reconnaissance arriva enfin, Aïcha était prête à la recevoir, mais ce n'était plus le genre de reconnaissance qu'elle avait désespérément recherché par le passé. Elle comprit alors que sa véritable victoire était en réalité une victoire discrète et personnelle.
À partir de ce moment, la vie d'Aïcha prit une tournure qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle commença à être invitée à participer à des tables rondes sur l'art contemporain et les questions d'inclusion et de diversité sur la scène artistique. Sa voix, jusque-là ignorée, était désormais entendue avec respect. Elle réalisa qu'en s'éloignant de toute reconnaissance extérieure, elle avait ouvert des portes non seulement à son art, mais aussi à tout un réseau d'artistes qui, comme elle, se sentaient marginalisés. Aïcha se mit alors à militer pour la reconnaissance des identités marginalisées dans le monde de l'art, non seulement en raison de leur couleur ou de leur origine, mais aussi pour l'originalité et la force de leurs expressions. Elle fonda sa propre galerie, qui devint un refuge pour des artistes jusque-là invisibles. Ce qui la toucha le plus, cependant, fut le pouvoir de son art de transformer les cœurs et les esprits. Elle commença à recevoir des messages de jeunes artistes du monde entier, inspirés par son parcours et sa résilience. Aïcha réalisa que, malgré le long chemin parcouru, elle n'était plus seule. Son art, autrefois remis en question et minimisé, se répandait désormais comme une traînée de poudre, touchant des vies, enflammant les esprits, bousculant les normes. Elle savait désormais que son véritable but n'était jamais d'être acceptée, mais d'être authentique. Son art, plus que jamais, parlait pour elle, et personne ne pouvait plus la réduire au silence. Aïcha se surprenait à réfléchir, presque chaque jour, au chemin parcouru pour en arriver là. Difficile de croire que cette jeune femme, jusque-là ignorée par les conservateurs et les collectionneurs, soit aujourd'hui une figure majeure du monde de l'art. Mais ce n'était pas seulement la reconnaissance professionnelle qui la touchait, c'était l'impact personnel et émotionnel que son art avait eu sur tant d'autres. Lorsque galeries et musées commencèrent à exposer ses œuvres aux côtés d'artistes de renom, elle y vit non pas une victoire sur les autres, mais sur le système qui avait tenté de l'exclure. Ce qu'elle y gagna, en fin de compte, fut la capacité de préserver son intégrité tout en naviguant dans les eaux troubles de l'art et de la société. Lors d'un de ses voyages à New York, Aïcha fut invitée à un événement artistique à la célèbre galerie Whitney et un événement extraordinaire se produisit. Lors d'une conversation avec un collectionneur d'art, celui-ci lui expliqua comment son art avait transformé sa vision de la beauté et des difficultés. Il expliqua que les couleurs de ses tableaux représentaient une résistance silencieuse qu'il n'avait jamais comprise avant de les voir en personne. C'est à ce moment-là qu'Aïcha réalisa la véritable puissance de son art. Elle ne créait pas seulement quelque chose de visuel, mais elle offrait aux gens un regard différent sur le monde. Son art n'était pas seulement le reflet de son identité, mais une invitation à voir ce qu'elle voyait, à ressentir la même lutte et la même beauté qu'elle ressentait dans chaque coup de pinceau. Cela lui laissa un profond sentiment de gratitude, la conscience que malgré les difficultés du chemin, elle était exactement là où elle devait être. À ce moment-là, Aïcha comprit enfin ce qui semblait évident, mais qu'elle n'avait pas réussi à saisir pleinement pendant longtemps. Le véritable art ne consistait pas seulement à susciter l'admiration, mais à provoquer, questionner et surtout à donner une voix à l'invisible. Elle commença à comprendre que le but de son art dépassait largement le désir d'une reconnaissance ou d'une acceptation immédiate. Son parcours, malgré toutes ses difficultés, ne consistait pas seulement à mettre en valeur son talent, mais à représenter une histoire, un combat qui la dépassait de loin. Chaque œuvre qu'elle peignait portait en elle une histoire ancestrale, un souvenir de résistance et de résilience, ce qui la connectait davantage à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Mais l'histoire d'Aïcha ne s'est pas arrêtée au succès en galerie, ni à la reconnaissance des collectionneurs et des critiques. Son véritable triomphe est venu lorsqu'elle a constaté l'impact de son art sur les jeunes générations. De jeunes hommes et femmes noirs, souvent invisibles dans les institutions artistiques, ont commencé à la contacter, cherchant l'inspiration pour leur propre création. Aïcha est devenue un mentor, offrant soutien et conseils à ceux qui débutaient leur parcours artistique comme elle l'avait fait autrefois.
Elle savait que son combat, aussi individuel soit-il, s'inscrivait dans un combat collectif. Chaque artiste qui émergeait, chaque œuvre qui se démarquait, était une victoire non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui avaient été marginalisés en raison de leur couleur de peau ou de leur histoire. Le sentiment d'appartenance qui lui avait autrefois semblé impossible à atteindre faisait désormais partie intégrante de la réalité d'Aïcha. Elle se retrouvait entourée d'une communauté qui, comme elle, portait la même flamme de résistance. Lors des réunions qu'elle animait, elle s'exprimait avec la passion de celle qui avait connu la sous-estimation et le rejet, et avec la sagesse de celle qui avait trouvé sa propre voie, sans demander la permission. À chaque nouvelle œuvre qu'elle créait, à chaque nouvelle occasion de s'exprimer, elle avait le sentiment que l'histoire de l'art se réécrivait, un coup de pinceau après l'autre. Son art n'était plus seulement une forme d'expression personnelle, mais une affirmation de sa présence au monde et, surtout, un symbole que l'espace de l'art ne pouvait plus être limité par les barrières du racisme ou de l'oppression. Un après-midi, lors d'une de ses expositions, Aïcha eut une conversation révélatrice avec une femme âgée dont la voix portait le poids de générations de lutte. La femme lui dit « Je t'ai vu grandir, Aïcha. J'ai vu ton art depuis ses débuts, quand personne ne l'appréciait. Et maintenant, tu es la voix de tant de personnes. Tu n'imagines pas à quel point tu comptes pour nous tous. » Aïcha resta silencieuse un instant, submergée par l'émotion. Ces mots, si simples et directs, avaient marqué son âme. Elle savait que son parcours n'était pas seulement le sien, mais qu'il était partagé par tous ceux qui avaient été réduits au silence au cours de l'histoire. Son art était devenu un canal pour ceux dont la voix avait été étouffée, et elle comprit enfin qu'en se rendant visible, elle contribuait aussi à éclairer la voie pour les autres. Au fil du temps, Aïcha a compris que le succès ne résidait pas seulement dans la célébrité ou la reconnaissance des grandes galeries, mais dans le lien authentique qu'elle avait tissé avec son public. Chaque exposition était désormais une célébration de la diversité et des luttes, et non plus seulement une présentation de son œuvre. Ses peintures étaient perçues comme elle ne l'avait jamais imaginé, non seulement comme des représentations de la culture africaine, mais comme des allégories universelles de la résilience, du courage et de la résilience humaine. Ces peintures, autrefois isolées et marginalisées, possédaient désormais une puissance émotionnelle et symbolique, transcendant toute barrière raciale ou géographique. Plus important encore, Aïcha savait qu'elle n'était pas seule dans cette aventure, car chaque artiste qui figurait à ses côtés brisait ses propres chaînes et trouvait une voie qui ne lui avait jamais été donnée. Parfois, Aïcha repensait au début de sa carrière, lorsque doutes et jugements la poussaient à remettre en question son identité et son travail. Mais désormais, à chacune de ses nouvelles créations, elle se sentait libérée. La pression d'être acceptée avait disparu, laissant place à une conviction authentique et irréversible. Son art n'avait plus besoin de se justifier. Elle savait que le monde ne serait jamais parfait, mais elle savait aussi que la transformation ne se ferait pas du jour au lendemain. Et, si cela ne tenait qu'à elle, chaque coup de pinceau sur sa toile serait une petite révolution, un rappel que, malgré toutes les difficultés, sa voix et son art étaient là pour rester. Et c'est un dimanche après-midi, exactement 1 an après cette première exposition à la Galerie Saint-Michel, qu'Aïcha retourna au même endroit. Non pas en invitée, mais en spectatrice. Une nouvelle exposition s'y tenait, avec de jeunes artistes d'horizons différents. Et pour la première fois, elle découvrit des œuvres qui n'auraient jamais eu leur place dans cette salle auparavant. De l'art indigène, afro-caribéen, transgressif. Elle marcha entre les murs blancs, désormais emplis de nouvelles voix, de nouveaux mondes. Et, discrètement, sans que personne ne la remarque, elle sourit. Un large sourire, plein de vie. Non pas d'ego, mais de soulagement. De savoir qu'elle avait non seulement traversé le feu, mais qu'elle avait allumé des torches en chemin. Elle n'avait plus besoin d'être acceptée ici. Elle avait transformé cet espace à jamais, même si personne ne prononçait son nom. En quittant la galerie, la brise parisienne lui caressa le visage comme un léger murmure. La ville ne lui semblait plus si froide, si impersonnelle. Elle marchait dans les rues pavées,
écoutant le son des artistes de rue jouer en fond sonore, et sentit pour la première fois depuis longtemps la paix intérieure. Le chemin avait été difficile, mais elle l'avait surmonté. Non pas parce que le monde avait changé pour elle, mais parce qu'elle avait décidé de ne pas s'y conformer. Et c'est peut-être le plus grand acte de courage qu'on puisse faire. Elle n'était pas seulement une artiste. Elle était une révolution silencieuse dans chaque couleur, dans chaque trait. Et ce jour-là, Paris, sans même s'en rendre compte, apprit enfin à la voir. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.